Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de l'épisode 9, Qu'est-ce que la grossophobie ? Dans l'épisode 1, on a longuement parlé de grossophobie médicale et de grossophobie dans l'espace public. Et aujourd'hui, je vais plutôt me pencher sur la grossophobie dans la recherche d'emploi, au sein de la famille, de la mode, des fétiches sexuels et tout simplement du quotidien. Parce que la grossophobie, comme toutes les discriminations, c'est quelque chose de normal, entre guillemets, et en fait c'est partout. C'est-à-dire qu'on a tous déjà été grossophobes à un moment ou un autre, on a tous des biais grossophobes, tout comme on a tous des biais misogynes, etc., etc. Parce qu'en fait on grandit dans cette société-là et il faut vraiment déconstruire notre grossophobie, sinon c'est totalement normal qu'on pense certaines choses et voilà, quand on est enfant, on a tous déjà dit des choses qui étaient problématiques, mais ça se règle. Et si ça vous intéresse, j'ai prévu de faire un épisode spécial sur toutes ces petites choses qu'on dit quotidiennement et qui sont grossophobes sans même qu'on s'en rende compte. Parce que oui, être grossophobe ou dire quelque chose de grossophobe, ça veut pas forcément dire que tu détestes les gros, mais ça veut dire que tu participes à la stigmatisation des gros. Dire à une personne grosse, sale grosse, t'es moche, n'est pas plus grossophobe que lui dire mais non, t'es pas grosse, t'es belle. Alors déjà, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais près de 50% de la population mondiale serait en surpoids ou en obésité. Donc presque une personne sur deux dans le monde, ce qui n'est pas forcément représentatif parce qu'il y a des pays où l'obésité n'est pas du tout représentée. C'est surtout dans les pays occidentaux et du coup les chiffres sont pas forcément les mêmes. Mais comme dit dans l'épisode précédent, c'est très peu documenté, c'est très compliqué de trouver des infos sur l'obésité, sur la grossophobie, etc. dans le monde, sur internet, parce qu'en fait c'est pas documenté, ça intéresse personne et du coup il y a très peu d'infos. Du coup je fais comme je peux. Déjà selon des sondages, on va attaquer direct dans la grossophobie à l'emploi. Selon des sondages, 45% des demandeurs d'emploi interrogés estiment qu'il est acceptable de refuser un emploi à quelqu'un selon sa corpulence. Donc 45% des demandeurs d'emploi interrogés disent « Bah bien sûr que tu vas refuser un emploi à quelqu'un parce qu'il est gros. » Alors est-ce que c'est parce que ces personnes qui ont été interrogées étant demandeuses d'emploi ne voulaient pas se voir refuser un emploi pour une grosse et se dire « Non mais attendez, moi je suis pas gros et c'est moi qu'on n'embauche pas ?» Ou alors est-ce que c'est juste une volonté d'être grossophobe? Honnêtement, je sais pas. Mais il y a vraiment une croyance populaire comme quoi les gros peuvent pas travailler parce que le problème c'est qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui ne comprennent pas ce que c'est qu'être gros. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, les gros ils sont sur leur canapé toute la journée, ils font pas du tout de sport, ils bougent pas et ils sont feignants. Et forcément, t'as pas envie d'embaucher quelqu'un de feignant. Mais en fait, c'est pas le cas. Enfin, moi, tous les gros que je connais, ils travaillent, ils font du sport, ils sont hyper actifs, enfin, ils font plein de choses, quoi. Moi, j'ai toujours travaillé en étant grosse, j'ai jamais eu de soucis. Moi, le seul souci que j'ai... Enfin, c'est pas un souci, mais quand je travaillais dans mon premier resto, euh, j'avais été embauchée après mon stage parce que j'étais compétente et que mon patron il m'aimait bien et qu'il s'est dit Gabi je la garde en fait parce que c'est Gabi tu vois et que je travaillais bien et je faisais mon taf. Et un jour il y a le PDG qui est venu au resto et qui a dit à mon patron les autres saisonnières vous me prenez des belles nanas hein, et puis vous les mettez en vitrine hein. Et donc en fait le PDG voulait qu'on embauche des belles femmes pour les mettre sur la terrasse pour faire le service, pour que ça attire les clients. Donc déjà c'est hyper misogyne et grossophobe au passage parce que ça voulait un peu dire ouais Gabriel dégage là quoi. Et je pense que heureusement que j'aimais travailler au bar parce qu'en fait là je suis en train de réaliser que est-ce que je travaillais dehors? Pas tant que ça hein. Je travaillais quasiment que au bar à cette période-là et pourtant j'étais pas encore hyper grosse. C'était hyper rare que je bosse en terrasse, genre que j'aille faire les commandes et tout. Ouais, bon après c'était il y a longtemps, on va pas commencer à chercher des spéculations. Mais par contre j'avais une collègue, donc faut savoir que dans ce resto il y avait les toilettes en haut, les toilettes du personnel, mais ils étaient minuscules, ils étaient crades, c'était chiant, fallait monter à l'étage, enfin personne n'utilisait les toilettes du personnel. Sauf une cuisinière parce que elle était grosse, elle avait le crâne rasé, elle avait des piercings et elle avait pas le droit
de passer en salle pour aller aux toilettes. C'est-à-dire que tout le monde utilisait les toilettes des clients, tout le monde, sauf elle. Elle n'avait pas le droit d'utiliser les toilettes des clients parce qu'elle était trop moche. Et elle aurait dégoûté les clients si elle était passée dans la salle pour aller faire pipi. Donc tout le monde avait le droit d'aller aux toilettes du personnel, sauf elle, parce que les toilettes, pas les toilettes du personnel, les toilettes des clients, parce que pour aller aux toilettes des clients, il fallait passer à travers la salle de restaurant. Et elle n'avait pas le droit parce qu'elle était grosse. Et que par définition, elle était moche. Et que par définition, elle était crade. Et que par définition, on voulait pas de quelqu'un de gros, moche et crade en cuisine parce que ça donnait pas faim. Et ça m'avait grave choquée, genre j'étais en mode, mais attendez, comment vous pouvez lui interdire d'utiliser les toilettes et je crois que ça se passait que en cuisine, tu vois, genre c'était son chef de cuisine qui voulait pas, mais à l'époque j'étais choquée. Il y a plein de trucs comme ça qui se passent, tu vois, genre des gens qui vont dire ah non mais tu peux pas t'asseoir là, tu vas casser ma chaise, enfin, il y a plein de petits trucs comme ça, et au boulot, on dirait que c'est encore un peu plus démocratisé, comme si bah ouais, on est au travail alors j'ai le droit de te dénigrer en fait, parce que de toute façon tu travailles mal, de toute façon tu vas pas bien travailler, et puis tu vas faire de la merde quoi. Une fois sinon je crois que le pire c'était ça, c'est quand j'ai bossé dans un resto étoilé, gastronomique, machin, patin du cul là. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. Et je m'étais acheté un beau costume, tu vois, pour aller dans ce resto-là, parce que vraiment, fallait être belle et tout, genre, fallait être classe, tu vois, genre, je bossais dans un bel établissement. Et à un moment, il y a le chef sommelier qui vient me voir, qui me dit « Oh, Gabrielle, t'as pas un grand tablier ?» Je dis « Bah, si. » Il me dit « Bah, mets-le, parce que là, tu dénotes avec les autres employés du restaurant. » Bah ouais, forcément, les autres employés du restaurant, ils sont pas gros. On va quand même pas mettre une grosse au milieu du resto. Et vraiment, mais d'une manière que... bah non, mais Gabrielle, t'es grosse, tu vas pas travailler là, quoi. Et ça m'avait choquée, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et en même temps, j'avais déjà eu un retour comme ça, on m'avait déjà prévenu, entre guillemets, de manière hyper méchante, hein. On m'avait dit, j'avais eu un stage dans un autre restaurant étoilé, gastro et tout, dans lequel je suis pas restée parce que c'était un carnage, mais aucun rapport avec mon poids. Et avant d'y partir, on m'a dit, par contre Gabrielle, faut que tu perdes du poids, tu vas pas aller travailler dans un restaurant comme ça en étant grosse. Et ça m'avait blessée de ouf. Et je pense que ces deux expériences combinées m'ont vraiment rappelé au fait que je ne veux plus jamais mettre un pied dans un resto gastro en tant qu'employée, quoi. Mais dans la restauration de luxe, et dans tout ce qui est de luxe d'ailleurs, c'est hyper fréquent que les gros soient archi pas acceptés. Genre que ce soit dans la vente automobile, dans les bijouteries, dans les marques de vêtements de luxe, dans les restaurants de luxe, tout ce qui a trait à l'argent et au luxe, les gros ne sont pas acceptés. Déjà parce que le gros ne fait pas partie du critère de beauté et le luxe se veut être beau, et en plus parce que souvent le gros ramène à la pauvreté. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tout ce que vous faites et tout ce à quoi vous ressemblez dans votre vie est un marqueur social et permet aux autres gens de vous classer, entre guillemets, avec des a priori. Et c'est pas mauvais parce que tout le monde fait ça, c'est totalement naturel. Quand tu vois quelqu'un, que tu entends quelqu'un ou quoi, tu te fais tout de suite une image de ce qu'est la personne, une image qui est souvent erronée, mais c'est naturel de se faire cette image. Comme avec les fameux gamins qui ont des prénoms à la con, tu dis aux parents que ça a un marqueur social et que ça fait cassos, on te dit mais non, je suis pas cassos. T'es peut-être pas un cassos, mais appeler ton gosse des pequeños, ça fait cassos, que tu le veuilles ou non. Et bah être gros, ça fait pauvre. Pourquoi ça fait pauvre ? Parce qu'à notre époque, ce qui rend gros, soi-disant, c'est la malbouffe, c'est la bouffe industrielle, etc. Et il y a dans cet imaginaire collectif l'idée que les gros ne mangent que ça. Et qui est-ce qui ne mange que ça ? Ce sont les pauvres. Les pauvres n'ont pas de quoi s'acheter de la viande fraîche, les pauvres n'ont pas de quoi s'acheter des légumes frais. Donc les pauvres mangent des plats transformés, des plats préparés, des trucs hyper sucrés parce qu'ils ont que ça d'accessible et ils grossissent. Et dans certains cas, c'est vrai. Et ça montre justement à quel point l'obésité pourrait être réglée par les pays qui en souffrent, entre guillemets. En fait, il suffirait que les légumes soient plus accessibles. Il suffirait que les parents ou les mères de famille, parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui c'est encore beaucoup les mères, il suffirait que les parents aient le temps de faire à manger. Parce que c'est pareil, c'est trop facile de venir cracher sur la gueule des gosses, enfin... Moi, la première, c'est trop facile de venir me cracher dessus sur mes habitudes alimentaires en me disant « Gnou, tu manges mal ». Mais moi, à 8 ans, ma mère, elle rentrait du taf, il était hyper tard. Et puis, bah, avant qu'elle rentre du taf, bah, je sortais une boîte du frigo, un plat préparé William Saurin, et puis tu mangeais ça parce qu'il y avait que ça à manger, parce que ta mère, elle avait pas eu le temps de te faire à manger, parce que ta mère, elle bosse pour que tu puisses vivre, tu vois.
Et forcément, ça va induire quelque chose, mais après, ça induit forcément des mauvaises habitudes alimentaires ou des troubles de l'oralité, des troubles du comportement alimentaire. Moi, aujourd'hui, tu me remets une cassolette William Saurin rouge devant la gueule, je vomis rien qu'à l'idée de la voir, tellement ça m'a perturbée de manger ça tout le temps, tu vois. Donc oui, bien sûr que la pauvreté fait grossir, parce que on n'a pas accès aux choses qui coûtent cher. Mais ça, politiquement, les pays pourraient le régler. En fait, il suffirait que la nourriture saine soit plus accessible. Et moi, je suis pas économiste, mais je suis sûre qu'il y a plein de moyens de rendre la nourriture saine plus accessible à qui le veut. Enfin bref, c'est pas un sujet. Mais du coup, oui, être gros, ça fait un marqueur social comme quoi on est pauvre. Donc, dans les environnements de luxe, où tu es censé être riche, on va pas mettre quelqu'un qui a l'air pauvre. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que sinon, ça va pas avec la boîte, ça va pas avec l'environnement, ça va pas avec la DA, et ça ressort pas bien. Donc effectivement, être gros, c'est très compliqué dans plein d'emplois. Dans les emplois avec la clientèle, dans les emplois de luxe, dans les emplois où il y a beaucoup de rencontres avec... tu sais, où tu fais des réunions avec des personnes extérieures, etc. Enfin, moi, je connais pas du tout ce monde-là, mais être gros, c'est compliqué dans l'emploi parce que ça fait croire que tu es pauvre et ça fait croire que tu es feignant. Donc il y a une discrimination à l'embauche pour les gros. Pas aussi marquée que d'autres discriminations à l'embauche, bien sûr, mais ça existe. 20% des gros estiment être discriminés à l'embauche, 11% des femmes et 6% des hommes. Encore une fois, j'ai pas trouvé énormément de chiffres, c'est les seuls que j'ai trouvés pour étayer mon propos. La discrimination à l'embauche des personnes grosses n'est pas du tout comparable à la discrimination à l'embauche des personnes racisées ou handicapées par exemple, mais elle est présente quand même et on peut pas la nier, entre guillemets. Donc ça, c'est pour la discrimination à l'emploi. Sachez que l'obésité, n'importe quoi. Sachez que la grossophobie est un délit et encore plus au travail. Donc si vous subissez de la grossophobie au travail, vous avez complètement le droit d'aller vous plaindre. Voilà. Vous avez le droit d'aller vous plaindre, vous avez le droit d'en parler à vos supérieurs, vous avez le droit d'en parler à votre syndicat si vous êtes syndiqué. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser faire. Si jamais quelqu'un vous met mal à l'aise à cause de votre poids, qu'on vous manque de respect sur vos capacités à travailler, qu'on vous empêche de pratiquer votre emploi comme vous devriez le faire selon vos capacités et vos compétences, n'hésitez pas à vous plaindre parce que vous n'avez pas à subir de la grossophobie à l'emploi. Vraiment pas. Après ça, on a évidemment la grossophobie dans la famille, dans la mode, le fétiche sexuel, ce qu'est le quotidien. Mais ça, je pense que c'est plus commun. Tu vois, genre la grossophobie dans la famille, je pense que tous les gros l'ont déjà vécu à un moment ou un autre. Ça va être des petites réflexions, ça va être des petites blagues, ça va être plein de petites anecdotes mises bout à bout. Mais en fait, le problème, c'est que ça... je sais pas comment expliquer, mais ça crée des failles, forcément. Tu vois, j'en parlais tout à l'heure pour l'alimentation, mais quand il se passe des choses quand t'es enfant, ça crée forcément des failles. Moi, tu vois, j'ai vu mes grands-mères essayer de maigrir toute leur vie, faire tous les régimes possibles et inimaginables. À 6 ans, 7 ans, je comprenais déjà qu'il fallait pas être grosse. Je voyais que ça et ça me saoulait. Enfin, tu vois, tu grandis dans dans ce diktat du minceur là et c'est insupportable. Des grands retours de course en mode j'ai acheté du konjac, il y a 0 calories, tu vas pouvoir manger ça. Ouais, enfin j'ai pas envie de manger de l'éponge en fait. J'ai pas envie de manger de l'éponge et j'ai pas envie de manger un truc qui ressemble à de la méduse crue. Donc ouais, la grossophobie est vécue par beaucoup de gens au sein de la famille et c'est très compliqué parce que beaucoup ne comprennent pas que ce qu'ils font est grossophobe et beaucoup n'osent pas s'élever face à leur famille entre guillemets, mais au bout d'un moment je pense qu'il faut arrêter de se laisser marcher dessus. Moi au bout d'un moment j'ai pété les plombs, j'ai envoyé tout le monde chier, je les ai tous envoyés se faire foutre, je leur ai dit d'aller se faire enculer et depuis ça va mieux. J'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai dit ce qu'il y avait de blessant, j'ai dit ce qui me gonflait, j'ai dit ce que je voulais plus entendre et puis maintenant on me fait plus de réflexion. Maintenant, on me fait plus de réflexion sur mon poids, on me dit plus rien, et puis voilà, enfin, je suis grosse. Au bout d'un moment, je suis quasi sûre d'être au courant, quoi. Donc, ça sert à rien de te le dire tous les jours. Donc, vraiment, faut pas hésiter à dire les choses, quoi, parce que vous n'avez pas à subir... La grossophobie familiale, c'est plein de trucs, ça va être... ne pas te laisser manger, ne pas te laisser te resservir, mais c'est beaucoup alimentaire. Et c'est beaucoup aussi de honte, j'ai l'impression. Alors, chez les personnes de ma génération... Donc moi je suis née en 2000, j'ai l'impression que c'est beaucoup la honte de nos parents
ou de nos mères, ou de nos tantes, enfin des adultes qui s'occupent de nous, la honte d'être accompagné d'un enfant gros. Alors ça, je sais pas d'où ça sort, faudrait que je me renseigne un peu plus, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une certaine catégorie d'adultes, comme si j'étais pas adulte, de personnes qui ont géré les enfants de mon âge, qui avaient vraiment honte d'être vus avec un enfant gros. Genre, je sais pas, j'ai l'impression que c'était vraiment un truc... tu vois, genre, il n'y avait pas de sortie faite, mais encore aujourd'hui, enfin, tu vois, moins de sorties faites, moins d'accompagnement, enfin, tu vois, t'es mis à l'écart tout de suite quand t'es l'enfant gros. Je sais pas comment expliquer. Ça se trouve, je fabule, hein, mais j'ai pas fait assez de recherches là-dessus. En tout cas, la grossophobie familiale, évidemment, ça existe, et évidemment, c'est dévastateur bien plus que le reste, parce que les réflexions qu'on reçoit de notre propre famille, dans notre cocon dans lequel on est censé être le plus en sécurité, c'est ce qu'il y a de plus dévastateur et de plus blessant. Parce qu'au sein de ta famille, au sein de ta maison, t'es censé être en hyper sécurité, t'es censé être chez toi, t'es censé te sentir bien, et les enfants gros se sentent rarement bien chez eux. Alors j'ai espoir que ça change et qu'avec les nouvelles générations, donc ma génération notamment, que ça ne se produise plus et que les enfants ne subissent plus la grossophobie intrafamiliale, parce que vraiment il y a rien de plus dévastateur, que ce soit pour la personne en elle-même et pour les liens familiaux. Ça te brise des liens familiaux tellement c'est parfois violent et c'est sur la durée, c'est long, mais vraiment si vous avez subi quelque chose, n'ayez pas honte de l'avoir fait. C'est pas les autres la victime parce que vous étiez gros, c'est vous les gros, c'est vous les victimes en fait. Donc vous avez pas à vous effacer ou à faire comme si tout allait bien et tout. Bah non, si tu vas pas bien, t'as le droit de le dire et t'as le droit de te plaindre et t'as le droit d'en foutre plein la gueule aux gens qui t'en ont foutu plein la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Encore une fois, ça revient au sujet de s'assumer, etc. et de s'excuser. T'as pas à avoir honte, t'as pas à t'excuser, t'as pas à te justifier. T'es gros, ok, ça nécessitait pas que tu te fasses harceler au sein de ta propre famille. Donc non, rien ne justifie que tu aies subi des violences intrafamiliales. Jamais. Rien du tout. Même si t'étais un enfant gros, même si t'étais un enfant chiant, même si t'étais un enfant ceci ou cela, rien ne justifie qu'un enfant subisse des violences, encore moins au sein de sa propre famille. Bon, après, évidemment, on a la grossophobie dans la mode, mais ça, on en parle en long, en large et en travers. Je pense que beaucoup ont... Je vais pas vous faire un grand laïus sur la grossophobie dans la mode, c'est pas compliqué. Les gros ne trouvent pas leur taille partout. Là où ils trouvent leur taille, souvent c'est extrêmement moche. Et on trouve nos vêtements quasiment que sur internet. On ne trouve de la mode grande taille quasiment que en fast fashion. Ça coûte parfois plus cher, merci Kiabi, hein, de faire des habits plus chers en grande taille qu'en taille standard. Et puis voilà, hein, au bout d'un moment, le diktat de la minceur est toujours très enclenché dans la mode. Mais je pense que la grossophobie dans la mode, c'est la grossophobie qui est la moins... qui est la plus connue et la plus démocratisée. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on a compris qu'il y avait de la grossophobie dans la mode et j'ai l'impression que c'est sur cette grossophobie-là qu'on joue le plus et que c'est ça qui est en train de se remettre le plus en question et qui est en train d'avancer le plus. Tu vois, il y a de plus en plus de marques grande taille, il y a de plus en plus de marques qui se veulent inclusives. Donc je pense que pour la mode grande taille, c'est pas trop mal lancé, il suffit d'attendre. Et voilà quoi, mais oui, effectivement, il y a plein de marques qui veulent pas de nous, il y a encore plein de défilés qui font pas défiler des grosses, bon bah voilà, ça reste encore une fois le monde du luxe, etc. Mais je pense qu'il faut être patient. La grossophobie dans la mode, j'ai l'impression que ça se décante de plus en plus par rapport à il y a certaines années. Donc je pense qu'il suffit d'être patient et de continuer à encourager les marques inclusives. Et puis voilà quoi, hein. Parce que concrètement, il n'y a pas grand chose de plus à faire, le process est déjà enclenché. Après, il y a la grossophobie qui découle du fétiche sexuel des grosses. Pareil, je suis pas hyper renseignée, je vous avais prévenu que cet épisode serait un peu rapide, j'ai pas fait autant de recherches. Le fétiche des grosses, ça ramène au fait que la grosse, vu qu'il n'y a jamais personne qui veut coucher avec elle, si toi tu t'intéresses à elle, elle va tout te donner. Donc, vu que la grosse, il n'y a jamais personne qui veut coucher avec elle, si toi tu veux coucher avec elle, elle va te donner monts et merveilles, tout ce que tu veux, elle va tout faire pour que tu reviennes la baiser. Donc la grosse, c'est une salope, elle te fait tout ce que tu as envie de lui faire, elle se laisse faire, c'est une cochonne, de toute façon il n'y a personne qui l'aime, alors au pieu, elle donne tout ce qu'elle a, voilà, c'est un peu l'idée du fétiche sexuel de la grosse, que de toute façon, vu que personne veut d'elle, quand quelqu'un veut bien d'elle, elle donne tout. C'est faux, bien entendu, hein, y a plein d'hommes qui veulent des femmes grosses.
sans pour autant que ce soit du fétiche sexuel, hein. Il y a des hommes qui sont juste attirés par les femmes grosses, voilà, il n'y a pas de... Comme ils seraient attirés par des blondes, des minces, des rousses, des filles tatouées, des filles petites ou des filles grandes, tu vois, là-dessus il n'y a pas de souci. Le fétiche sexuel le plus courant, donc c'est ça, c'est cette idée que la grosse va tout donner au lit par rapport aux minces, et que elle ne te dira pas non, bien sûr, parce que la grosse, elle va jamais refuser, en fait. Donc là, il y a beaucoup de culture du viol aussi, dans l'idée que la grosse, elle acceptera forcément quelque chose, et ça, je pense qu'on l'a toutes déjà ressenti une fois. T'es là, t'es une femme grosse, tu te fais draguer par un mec, tu l'envoies chier, et il prend la mouche et il te dit qu'est-ce que t'es grosse, genre, déjà, sois bien contente que je veuille de toi. Bah non, mon ref, je veux pas de toi, en fait, t'es moche comme un pou. Personne veut de toi. Mais ça, c'est les hommes. Hein. C'est les hommes, c'est la misogynie. Donc c'est évidemment une grossophobie qui est très misogyne. Et il y a le fétiche, entre autres, du fideurisme, que je ne connais pas plus que ça, que je ne comprends pas plus que ça. Parce qu'il y a plein de fétiches que je peux comprendre, mais celui-là, pas forcément. Et donc le fideurisme, ça va être un homme qui prend plaisir sexuellement, c'est son kiff, de faire manger sa femme et de la faire grossir. Donc en fait, c'est des hommes qui sont dangereux parce que déjà, il y a le fétiche de la grosse, il y a ils ont une emprise sur la personne parce que forcément, il y a ce côté de dominant-dominé, donc déjà, il y a une emprise. Et c'est hyper malsain parce que, en fait, c'est de la possession. Les hommes qui font ça, ils vont faire grossir leur femme au maximum parce que de toute façon, si elle est trop grosse, plus personne va vouloir d'eux, donc la meuf va jamais les quitter. Donc c'est vraiment une question de possession, ça les excite de faire grossir cette femme, soit pour la garder, soit parce qu'ils aiment les femmes très très grosses, mais en général c'est vraiment plus une question de possession et de plaisir de se dire que la personne ne va jamais te quitter, et évidemment c'est dangereux. Parce que autant être gros, parfois c'est pas du tout dangereux parce qu'il y a des gens qui sont juste gros mais qui ont aucun problème métabolique et qui mangent très bien, autant les femmes grosses qui subissent des hommes feeders vont se retrouver à manger des quantités astronomiques de choses pas du tout saines pour la santé, juste pour grossir le plus rapidement possible, et là par contre ça va avoir un réel impact sur leur santé. Donc en fait ces hommes les prennent, les empêchent de partir, et en plus ruinent leur santé. Donc ça, c'est plus qu'un fétiche, c'est profondément dangereux et dégueulasse. Donc vraiment, si un jour un homme a l'air de vouloir vous faire un peu... tu vois, genre, oh là là, j'aime trop quand tu manges et tout, le mec il veut absolument te nourrir, il veut absolument te faire à manger, il te regarde manger et tout, red flag meuf, casse-toi. Casse-toi de là. J'ai pas assez de connaissances pour vous en parler plus. Je sais que j'ai des amis qui ont vécu ça, donc à la limite je pourrais leur demander si ça vous intéresse. Mais vraiment, globalement, faites gaffe aux hommes. Voilà. Et puis après, dans le quotidien, bah, y a tout ce qui est grossophobe dans le quotidien. Hein. On a déjà parlé de l'espace public, mais il y a toutes les petites réflexions qu'on va faire, qu'on va se prendre, qu'on va entendre. Encore une fois, ces croyances populaires, comme quoi le gros est feignant, etc. etc. J'ai prévu un autre épisode sur... toutes ces choses qu'on dit qui sont grossophobes dont on ne se rend pas compte, notamment le tu n'es pas grosse, t'es belle, t'as un joli visage pour une grosse, tu vois, ce genre de choses. Oh là là, mais on dirait tellement pas que tu fais ce poids-là. Enfin, plein de petits trucs qui sont extrêmement grossophobes mais dont on ne se rend pas compte. J'ai prévu de faire un épisode entier dédié à ça. Je pense que sur la grossophobie, j'ai fini. Donc voilà, il serait bien de rappeler que la grossophobie, c'est un délit, que la grossophobie, c'est une discrimination qui est systémique, et que dans le cadre de la grossophobie, plus que la discrimination, c'est surtout la marginalisation des personnes grosses et la mise à l'écart. Donc c'est vraiment le fait de dire les gros sont feignants, sont sales, ils puent, ils veulent rien faire, ils mangent mal, ils sont pauvres. Et en fait, il y a cette volonté de les évincer de la société, de les mettre de côté, de pas les mettre en lumière et de pas les montrer dans la société et de les cacher en fait. Il y a une volonté de cacher des gros de la part de la société, sauf qu'il est bon de rappeler que c'est la société qui crée les gros, que ce soit à cause des maladies que les jeunes de ma génération ont chopé, à cause des perturbateurs endocriniens, etc. etc. Ça c'est à cause de nos prédécesseurs. Si on a tous autant de maladies thyroïdiennes ou hormonales, hein, le SOPK ça touche plus de 3 personnes menstruées sur 7 ou sur 10 je crois aujourd'hui. C'est le trouble hormonal le plus répandu. Il n'y avait pas ça il y a une centaine d'années ou il y a 50 ans.
parce que c'est les perturbateurs endocriniens, c'est le mode de vie, etc. etc. Donc en fait, nos anciens nous ont détruit la santé et maintenant nous crachent dessus parce qu'on est gros. Donc il serait bien de se rendre compte que c'est la société qui crée les gros, que ce soit par la précarité ou par la mauvaise santé. Donc la société crée les gros mais veut les évincer, et ben non, on est là. Vous nous avez créés, vous nous avez rendus gros avec vos conneries, et ben on va pas se cacher. On est gros, on existe et on continuera à exister. Merci à toi d'avoir écouté ce nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles. N'hésite pas à me donner ton avis, à suivre et noter le podcast. Je te fais des bisous, à bientôt pour un nouvel épisode de Du miel dans tes oreilles.